J'ai déjà donné à Lyon plusieurs conférences et présentations sur le guerrier pacifique, le guerrier de la paix. Bon, je me réjouis toujours de le faire. Et évidemment, cette fois-ci, c'est sur d'autres sujets concernant la même question. Parce que c'est toujours la même préoccupation. Comment utiliser nos moyens intérieurs pour se construire soi-même et parvenir à un état pacifié en soi. C'est toujours la question de la contradiction, d'utiliser l'idée du combat avec la paix. Mais la paix, il faut la gagner. Et pour la gagner, il faut apprendre à se vaincre soi-même. Ce que je dis, comme je l'ai dit déjà 1000 fois, n'est pas de mon cru. Cette idée de concevoir l'évolution à travers l'idée de la coopération et la solidarité, plutôt que par la violence et la simple sélection par rapport au plus fort, est un choix de vie qui s'est produit il y a déjà des millénaires. Même contrairement à ce qu'on peut imaginer, comme je l'explique dans le petit livre de Perseus, c'est un choix qu'ont fait des collectivités humaines il y a déjà 1 million d'années. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des collectivités humaines et préhumaines avaient déjà choisi le fait de s'aider mutuellement, de s'apporter secours, plutôt que de détruire celui qui pouvait leur gêner parce qu'il n'était pas peut-être dans le meilleur état. En réalité, aujourd'hui, en anthropologie et en sciences biologiques, nous savons que la coopération et l'altruisme sont des éléments capitaux pour l'évolution. Mais ce n'est pas le sujet. Mais je voulais simplement faire la pub toujours de ça. Parce que je vais vous dire pourquoi. Au XIXe siècle, il s'est développé une vision très matérialiste et basée sur la lutte, soit des classes, soit d'intérêts, sur la violence, etc., pour expliquer comment on doit bâtir une société. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Je sais que c'est pas un scoop, mais c'est important de comprendre qu'il y a un écart. Et ce que nous savons aujourd'hui, que ce soit à travers les études de la philosophie, de la spiritualité ou de la science, c'est qu'il y a d'autres alternatives. Depuis ma jeunesse, j'ai opté pour ces autres alternatives. C'est toujours long de travailler sur des choses qui apparemment ne sont pas dans le courant des choses ou de la société. Mais aujourd'hui, surtout au niveau de la jeunesse, il y a une quête autre auquel il faut prêter attention et encourager. Et aussi pour tous ceux qui ont, comme moi, déjà quelques décades supplémentaires. Puisque je crois que c'est une quête qui ne dépend pas de l'âge, mais de la jeunesse intérieure des âmes des gens. Voilà pour une petite introduction. Pour une clarification plus détaillée, lisez le petit livre, il n'est pas long, mais il faut le lire très doucement. L'idée du sujet sur le guerrier pacifique et la conquête du mystère vient des Lyonnais. C'était eux qui m'ont proposé le sujet, notamment par rapport au mystère. Et moi, je dis, OK, on va faire cette extraordinaire variante qui implique d'accepter, et un élément qui est très important, c'est que nous portons tous en nous-mêmes un mystère. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas tout à fait connu, qu'on ressent, qu'on se gratte un peu, que parfois apparaît évident et après s'évanouit, et qui est probablement la clé de nos propres vies. Si le mystère paraît caché,
c'est parce que les moyens qui sont en nous-mêmes ne se sont pas ouverts pour voir et comprendre. En réalité, aucun mystère est véritablement caché. Il ne peut pas l'être du moment qu'on le devine. Mais les voiles tombent lorsque nous-mêmes nous nous éclairons. Si on ne voit pas exactement la chose, c'est parce qu'il y a quelques éléments à l'intérieur de nous-mêmes qui ne sont pas mis en mouvement ou en clarification. Ceci exige un voyage intérieur en soi-même pour, reconnaître le tableau de bord et peut-être appuyer sur le bon bouton. J'essaie de le synthétiser. Ne pensez pas que vous allez vous trouver avec un tableau de bord avec des boutons. Mais c'est une image. J'essaie d'expliquer les choses simplement par image. Mais il est important de comprendre qu'il y a ce mystère, une énigme, que nous cherchons à dévoiler et qui a commencé depuis très longtemps et qui est dans le temple de Delphes, repris ensuite par Socrate, Platon, était tout simplement résumé par « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les mystères ». La vie. Voilà. Bon, c'est toujours des variantes, mais ces voyages intérieurs, qui nous, en tant qu'école de philosophie, nous semblent capitales, puisqu'il n'y a pas d'autre sagesse que celle que nous avons déjà, mais que nous l'ignorons, tout bêtement. Oui, parce que la sagesse n'est pas dans les livres, elle est dans l'expérience et dans le vécu de ce qu'on est. Bon, vous réfléchissez si ça vous choque, mais c'est important. Même si j'écris des livres, je sais que les livres ne servent à rien s'il n'y a pas quelqu'un qui le lise et qui expérimente quelque chose à travers ce qu'il lit. Parce qu'il y a un événement majeur quand on lit. Tout notre imaginaire, tous nos discernements, nos sentiments, nos émotions, ce qu'on a vécu s'éveille. S'il y a quelque chose dans les lignes ou entre les lignes qui éveille notre quête. Et ça, c'est le grand mystère de la lecture. Il n'y a pas que la lecture dans les livres. Il y a la lecture dans la nature. Il y a la lecture dans les gens. Et eux, ils donnent aussi des matériaux importants dans des styles différents, mais qui nous éveillent et nous aident à comprendre ailleurs et en nous. C'est pour ça que ce voyage intérieur est une quête d'identité et aussi un chemin de vie. Quand j'ai commencé à travailler la question du guerrier pacifique ou du guerrier de la paix, je l'ai fait pour essayer de transmettre une expérience de vie, notamment à la jeunesse. Ça fait déjà 7-8 ans que je travaille ainsi avec plusieurs groupes. Parce qu'il m'est semblé important de trouver quelque chose pour entrer en résonance, pour travailler ensemble. Et en même temps, c'est pas quelque chose qui m'est totalement éloigné, puisque depuis très très petit, j'ai fait et j'ai pratiqué des arts martiaux. Donc ça me semblait qu'il était une possibilité de transmettre un idéal philosophique, assez pointu en réalité, mais avec des images simples, si c'est possible. Dans le livre, je fais un parcours d'un itinéraire que je ne vais pas vous raconter complètement parce que ça nous prendrait un peu de temps. Mais on peut le résumer d'une façon très simple. Très simple. Mais avant, je voulais simplement expliquer que dans des ouvrages très anciens, par exemple la Bhagavad Gita de l'Inde, il y a l'histoire déjà d'un guerrier, d'un grand guerrier, un archer, qu'à un moment donné, il lutte sur pourquoi combattre, pourquoi vivre. Et il fait tomber ses armes. Je ne sais pas comment expliquer.
il s'est mis au milieu de la bataille et il demande à son maître « Qu'est-ce que je fais là-dedans ?» Et je pense que cette interrogation, qui date pour le texte de plusieurs millénaires, est très actuelle. Et son maître, qui est en même temps sa voix intérieure, lui explique que c'est parce qu'il pense petit, très étroit, parce qu'il est en plein calcul tout le temps, qu'il oublie sa véritable nature de combattant de la vie. Petit à petit s'instaure un dialogue dans lequel il reprend ses armes. En réalité, ces arbres sont symboliques. Nous ne sommes pas en train de parler d'un combat simplement physique, mais d'abord d'un combat avec soi-même, dans lequel il faut accepter la martialité. Alors, quand on dit martialité, évidemment, aujourd'hui, c'est armée, destruction, sang. On en a plein. Il suffit d'ouvrir les journaux, écouter, regarder autour. Je ne parle pas de ça. C'est pour ça que j'aime bien l'idée des arts martiaux. Un art qui nous permet de nous mettre en état de choisir le juste combat. Pourquoi je dois vivre? Qu'est-ce qui serait juste à faire? Qu'est-ce que je dois décider? Ça, c'est la première étape que j'appelais le guerrier martial. C'est-à-dire celui qui se met debout devant la vie et dit « Je vais essayer de trouver qu'au moins ma vie puisse être la plus juste possible, qui ait du sens. Je ne sais pas si je peux changer toute la société et si je peux changer le monde entier. J'aimerais qu'elle change. J'aimerais qu'elle se transforme, mais il y a quelqu'un sur qui je peux agir, c'est moi-même. Et c'est ça qui se dit le guerrier martial. Je peux devenir, comme disait Gandhi, le changement que je souhaite pour les autres. Et peut-être trouver des amis, des gens à qui, fraternellement, me relier pour échanger ensemble et partager des expériences communes. Ainsi, la première chose dans cet itinéraire, c'est accepter les épreuves. Oui. Nous vivons une époque où nous sommes toujours en fuite de tout ce qui peut nous déranger, de tout ce qui n'est pas conforme à nos désirs ou comment on voudrait que les choses se fassent. Oui, on est très dérangé quand les choses n'arrivent pas comme on pense. Et ça nous énerve. On perd un peu nos moyens. Et bon, quel est le rôle des épreuves du point de vue plus philosophique, plus symbolique et plus réel, plus pratique? Les épreuves ont comme objectif nous faire quitter notre confort. On dit, bon, mais Fernand, tu vois, tu es un tout petit peu confortable, là, maintenant, il y a un truc à faire, quelque chose qui va te déranger un tout petit peu, et qui va mobiliser en toi des moyens que parfois tu n'as pas envie de mettre en place. Voilà. L'intérêt des épreuves, c'est qu'ils nous grandissent. Ils nous obligent à mobiliser des moyens que jusque-là, on pensait ne pas être importants ou qu'on n'avait pas envie de mobiliser parce qu'ils nous exigent un effort. De nous mettre en marche, d'être plus vigilants, d'être plus attentifs, parfois de sourire quand on n'a pas envie, des choses comme ça. Les épreuves nous grandissent si nous sommes capables de les transformer en opportunités pour devenir meilleurs. Donc la notion de l'épreuve pour donc ce combattant est une notion de dépassement de soi
d'éveil de son potentiel pour donner ce que pour l'instant on n'avait pas encore su donner. Parce que toute épreuve, si on veut la transformer d'une façon positive, exige du don. Les bouddhistes parlent que la première condition essentielle à acquérir dans le sentier, c'est le don de sa présence. Oui. Nous avons oublié le don de notre présence. C'est pas d'argent, vous voyez? C'est pas matériel. C'est d'être là devant ceux qui sont là. Et oui. Oui, oui. C'est pas gérer les relations d'une façon formelle et administrative. C'est s'intéresser à l'autre et donner ce qu'on a, comme présence, comme ce qu'on est. Bon, on donne ce qu'on est, donc c'est ce qu'on a. On n'a pas plus, mais on n'a pas moins. À partir de là, on accepte de ne pas s'auto-limiter. Donc, ce premier don de soi est notre première épreuve. Être là. Enfin, être toujours là. Mais pour être toujours là, il faut développer l'attention volontaire, la vigilance, la concentration. Et ceci permet donc d'être là. Sinon, on ne voit pas, on n'entend pas, on ne sent pas. Bon, voilà. Pour tout ça, pour commencer ce travail, donc, il y a une autre chose qui, les gens aussi sont un peu réfractaires, c'est qu'il y a des règles. Oui. Oui. On ne peut pas évoluer dans un cheminement sans règles de vie. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a un certain respect sur certaines choses. Il y a des règles de vie. Ensuite, la voie devient une forme de vie. Parce qu'il ne peut pas devenir pratique. Aucun enseignement peut devenir pratique si derrière, il n'y a pas de règles de vie à respecter. Dans notre intellect, dans nos fantaisies, tout est possible. Mais il y a des règles. Simples, hein? Simples et naturelles. Mais ils sont des règles. Comme pour la santé. Si on veut être en santé, en bonne santé, plus ou moins, il y a des règles à respecter. C'est idiot. Mais c'est comme ça. C'est valable pour le chant, c'est valable pour l'art dramatique, c'est valable pour la science, pour ce que vous voulez. Disons, il y a des critères. On en reparlera après, si vous voulez. Mais une première règle, c'est le don de la présence. Voilà. Donc, ce n'est pas des règles qui sont imposées par l'extérieur. Ce sont des règles qu'on adopte parce qu'on commence à comprendre qu'elles sont sages. Si on n'est pas le moteur de choix, nous ne pourrons pas le rendre vital et capable de nous motiver pour le vivre tous les jours. C'est très difficile. Donc, il faut développer ces choix de vie. Ça, c'est la préparation. La préparation. Pour commencer. Ensuite, le guerrier pacifique dans le parcours est au milieu du parcours. Il n'est pas l'accomplissement. Bon, je n'ai pas dit tout de suite, parce que les gens disent « Ah, bon. » Non, non, c'est le pivot. Vous le verrez plus clair avec toutes les étapes, mais atteindre cette étape de guerrier pacifique est tout simplement être pacifié, être capable de faire ce choix, de développer des sentiments supérieurs et donc de pouvoir être responsable. Oui, vous dites, ça a l'air idiot. Non, c'est pas idiot. C'est-à-dire être responsable,
c'est s'engager par rapport à des choses qu'on pense sont utiles et importantes et pas se renier. Être responsable, c'est accepter que je vais rendre compte. Oui, à ma conscience, aux autres, et je dois répondre si je suis responsable. Et je ne peux pas dire « Ah non, je ne savais pas ». Ça arrange toujours, hein. « Ah, mais je n'ai jamais su ». Oui, mais donc je pose toujours la question. « Mais tu as posé la question ?» ?»« Non. » Bon, pourquoi tu n'as pas posé la question? Eh oui, parce que ça peut déranger, instinct de conservation, je ne vais pas être gêné, je ne vais pas me compliquer la vie. Vous voyez, toutes ces choses-là. Parce que quand on sait quelque chose, on devient responsable de ce qu'on sait. Voilà le problème. Et la responsabilité n'est pas un élément mental. Je voulais simplement clarifier. Non, on dit sentiment de responsabilité. Je me sens responsable. C'est-à-dire, en clair, que c'est un sentiment supérieur qui purifie toutes nos émotions et toutes nos bêtises. Parce que quand on se sent responsable, on est obligé d'être debout. Comprenez? Quand la personne se sent responsable, bon, elle a une autre apparence que celui qui ne se sent pas responsable. Oui, oui. Même au niveau postural, il change. Le corps acquiert des postures en fonction de ses émotions, ses sentiments et ses pensées. C'est pour ça qu'il est un grand traducteur. Le corps est terrible. Nous, on pense que les gens ne se rendent pas compte. Mais le corps le dit, explique. Non verbal, évidemment, non verbal. Mais il s'explique. Voilà. Donc, le langage du corps est aussi important que celui de notre esprit. Et mieux vaut les mettre en concordance. Sinon, le corps se crispe, il commence à avoir des ennuis, il se sent pas bien. Et donc notre support commence à avoir des difficultés. Bon, vous réfléchissez, toujours. Donc, responsabilité, ce qui implique une grande purification intérieure et une bonne ouverture du cœur. Le cœur est un point très important dans tout ça. Et physiquement, aujourd'hui, on sait qu'il y a dans le cœur, dans notre tissu du cœur, des neurones. Il y a un petit cerveau dans le cœur. Pas un grand cerveau, mais un petit cerveau. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on aurait imaginé, mais un peu comme l'ont expliqué les Égyptiens, le cœur pense aussi. On peut penser avec le cœur. Les études qui ont été faites par rapport à ce que je vous raconte dans les universités, notamment aux États-Unis et en Angleterre, ont démontré qu'on prend des décisions 1/1000 de seconde avant avec le cœur et ensuite ça monte là. Voilà. Donc il faut attention, faire beaucoup d'attention quand vous pensez et dilater le cœur. De le tranquilliser. Et pour aider à la décision la meilleure. Donc, c'est pas une image poétique, ce que je suis en train de vous expliquer. Et les anciens avaient très bien compris cette histoire de penser avec le cœur et de se situer moins cérébral, moins analytique, moins calculateur, plus ouvert, plus dilaté. Ça, on peut le faire en apprenant à respirer lentement et synchroniser lentement la respiration du cœur. Et si un ensemble d'êtres humains
parviennent à synchroniser sa respiration ensemble, ils se relient d'une façon remarquable. C'est une expérience que vous pouvez faire entre amis. Vous pouvez le faire vraiment, vous allez sentir des choses autrement. C'est pas de la parapsychologie, ni rien du tout. Il y a des champs d'énergie que nous avons, qui existent, et qui se contactent. C'est un autre chapitre. Mais c'est simplement pour clarifier de d'où on parle. Pour ça, je parle de ça, et de la notion de fidélité, c'est-à-dire d'engagement. Si je prends une responsabilité, je m'engage. Et dans le monde des guerriers, de toutes les civilisations, il y a une parole très importante qui est très mal en point aujourd'hui, ça s'appelle honneur. C'est simplement répondre de sa parole par ses actes. C'est ça qui est important. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais c'est répondre de sa parole par ses actes, ou que ses actes traduisent notre parole. Donc, ça c'est le pivot. Quand on est là, ça veut dire qu'on peut initier la traversée, qu'on est apte à la traversée de la vie, quoi, par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Et il y en a une troisième étape, parce que si je vous amène jusque-là, c'est parce que justement, c'est le mot mystère qui m'obligeait d'arriver là. Sinon, avant, je m'arrêtais plus tôt. Donc, vous m'excuserez cette longue introduction. Mais il fallait arriver au guerrier de la sagesse. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. L'accomplissement de cet itinéraire philosophique s'est traduit pour moi par la sagesse de l'amour. C'est l'inversion. On aime la sagesse et à certains moments, on peut obtenir une sagesse de l'amour. Voilà. Donc j'appelais ça le guerrier de la sagesse. C'est une étape importante parce que c'est la possibilité de transmission. On ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas vécu. Au moins, pour moi, je ne sais pas comment les gens peuvent faire. Et on peut simplement partager des vécus et faire vivre des choses aux gens pour qu'ils vivent des choses similaires. Chacun dans son expérience, en vivant des choses en convergence ou qui ne sont pas identiques, mais qui vont dans le même sens, peuvent partager un vécu commun. Sinon, très difficile. Dès là, l'importance, je vais passer de l'éveil intérieur. C'est-à-dire d'être un peu plus conscient des choses et de commencer à voir la lumière qui est en soi et développer lentement un pouvoir sur soi. Le pouvoir interne n'est pas un pouvoir sur les autres, c'est un pouvoir sur soi-même, qui est très difficile à obtenir et qui s'obtient presque jamais jusqu'à la fin, mais qui permet de faire face à des situations non connues ou non souhaitées. Ou tout simplement pour trouver les moyens d'aider l'autre. Et c'est là où on arrive à l'histoire de la conquête du mystère. Voilà. Je suis arrivé. Donc, en réalité, cette conquête du mystère, et ce qui est sous-jacent dans toutes les étapes avant, que ce soit clair, mais là, ça devient beaucoup plus clair, plus précis, et, comment dire, on peut entrevoir les choses au-delà des apparences. Voilà ce qui est important. Comme le Petit Prince disait que l'essentiel est invisible aux yeux, et c'est juste,
Si c'est invisible aux yeux physiques, il faut développer d'autres yeux. Parce qu'il faut quand même voir l'essentiel à un moment donné. Et ça, c'est l'objectif de cette histoire des mystères. Alors, parmi les règles, ou les concepts, et l'objectif des mystères, parce que je vais faire un petit jeu de mots indispensable, enfin, de jeu de mots, une clarification. Il y a, je vais vous parler de deux choses. Les mystères que nous, en chacun, je ne peux pas vous le dévoiler, c'est vous qui avez la clé, mais aussi de la notion des mystères comme institution existante dans toutes les sociétés traditionnelles. Dans toutes les sociétés anciennes des sagesses, il y avait des sortes d'institutions qui permettaient une mise en scène et un vécu d'épreuve, pas sur la forme intellectuelle explicative, mais par l'expérience des différentes dimensions de conscience, par le passage des tensions au niveau des émotions, des sentiments ou du mental, qui permettaient pour ceux qui s'accordaient et rentraient en sympathie avec l'énergie et la dimension qui suggérait, de rentrer en contact avec les dimensions supérieures et obtenir une vision. Cette vision, dans beaucoup de cas, va s'appeler théophanie ou en extase, qui non expliquée, qui n'a pas de mots à être expliqué, mais qui permet une sorte d'inversion de la direction pour la conscience de où elle était et où elle va maintenant. Ça produit un changement très important, qui en grec s'appelle métanoïa, c'est-à-dire une conversion intérieure, un changement de direction qui va vers l'origine des choses plutôt que dans le développement des choses. Nous vivons le temps qui s'écoule et qui va toujours vers la production de plus de choses. Et ça nous confond. Il nous coûte beaucoup de voir les causes et l'origine des choses. L'objectif des mystères était d'aider, de permettre à celui qui s'était préparé pour ça, parce qu'il y avait des préparations, un peu comme pour les étapes que je viens d'expliquer, et c'est pour ça que quand on arrive à l'étape, on peut passer à mystère, et permettait la dilatation de la personne. Quand on parle de mystique, mystère et mystique ont la même racine en grec. La mystique a comme objectif la dilatation de l'âme. C'est dilater, s'élargir. La question n'est pas open your mind, c'est ouvrir sa tête, son mental, mais c'est dilater globalement l'âme. Pourquoi je parle de dilatation? Parce que nos vies sont très crispantes et les gens ne sont pas dilatés. Ils sont très rigides. Vous comprenez? Si vous faites un mouvement, dilaté, c'est comme ça. Non dilaté, voilà. Maintenant, vous avez compris. Donc, mais la tête fonctionne parfois aussi. La tête, d'un coup, est souple, capable de comprendre, de fluidité, de créativité, de compréhension, et d'un coup, fermée. Donc, l'objectif des mystères, c'était d'aider les individus à trouver une dilatation qui leur permettait donc une autre forme d'action pour atteindre leur esprit, qui est le point du mystère, en réalité. Pour ça, il s'agit de passer de l'état psychique
à sa nature spirituelle. Notre nature psychique est composée de beaucoup d'émotions et beaucoup de blabla, blabla. Vous savez, même quand je parle là, certains mots, vous êtes en train de dire qu'est-ce qu'il veut dire et pourquoi il dit ça, ça me rappelle l'oncle Hôtel. Je sais pas, d'un coup vous pensez à qu'est-ce que je vais faire pour le petit déjeuner. Ça va, vous comprenez? Vous n'êtes pas besoin d'être fou pour avoir une vie psychique. D'accord? Mais c'est un flot qui parfois pose des problèmes pour se centrer et faire le vide. Donc la difficulté, c'est passer de notre dimension psychique quotidienne, tous les jours, le blabla de tous les jours, à interrompre le flot et se connecter à ce qui est essentiel en nous, c'est-à-dire notre nature interne, ou spirituelle, appelons-les comme ça. Alors, définissons ce qui est le fameux pneuma grec au spiritus latin, pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Nous avons tous, une intelligence qui est d'ordre universel, c'est-à-dire qui ne coupe pas les choses en quatre, et qui permet de voir les choses dans leur ensemble, qui nous permet de comprendre les lois du monde, les lois des choses, et donc de comprendre le monde comme il est et la réalité. Et en même temps, par le fait de nous faire comprendre, peut nous aider à nous libérer du monde. Ce même outil qui nous donne la vision universelle des choses et la compréhension globale des choses, que nous appellerons intelligence, spiritus ou pneuma, ou souffle, permet en même temps de se libérer des attachements dans le monde, des difficultés du monde. C'est le même outil. Quand l'intelligence n'est plus une faculté pour faire comprendre intellectuellement les choses, mais devient quelque chose qui nous permet de pratiquer et de vivre la vie, elle devient esprit. L'esprit n'est pas simplement en haut, mais il est l'agent qui transforme l'intelligence en capacité pratique de vie. Je sais que c'est pas simple toujours, mais la vie spirituelle est une vie qui relie corps et eau, ou esprit, si vous voulez, mais dans une unité. Il n'y a pas de dissociation. Et toutes les pratiques qui sont en rapport ne seront jamais dissociées et ne dissocieront jamais l'un de l'autre, que ce soit en Occident ou que ce soit en Orient. Quand se produisent des techniques de dissociation ou de coupure de l'un avec l'autre, nous ne sommes plus ni dans la spiritualité, ni dans l'efficacité réelle au niveau matériel. Voilà ce que ces enseignements expliquent et, en réalité, met en place. Donc, passer de l'état psychique à la nature spirituelle de chacun. De toutes les règles que j'énonce, parce que je vous ai parlé des règles, il y a deux que j'ai sorties. Une, la première, fondamentale, c'est affronter les mystères de l'existence. Et la première règle, c'est accepter les épreuves de la vie. Donc, ce qui est en rapport à une autre règle, qui est ne jamais se sentir victime. Voilà. C'est une autre règle, mais c'est en rapport. Et une autre règle qui est importante, c'est oser l'inconnu. Oser l'inconnu. Indispensable pour avancer. C'est-à-dire sortir du confort. L'espèce humaine est l'unique espèce qui a fait le tour du monde.
Il fait le tour du monde, à tel point que d'un coup, il y a des gens qui se sont retrouvés. C'est-à-dire, c'est fou, ce groupe d'êtres qui toujours ont la bougeotte et sort vers l'inconnu, parce que les gars qui vont ailleurs ne connaissaient pas la forêt qui est en face et la montagne qui est en face, etc. Et ce sont tous ceux qui ont sorti dans des ailleurs, non connus, qui ont permis de construire des choses intéressantes et utiles. Toutes les découvertes qui sont à notre disposition aujourd'hui sont dues à des gens qui sont sortis du connu pour aller vers l'inconnu. C'est quand même énorme. Et nous, par instinct de conservation, on a toujours cette idée de rester tranquille, de se calfeutrer dans ce qui est connu et pas oser aller plus loin. Ça va contre la nature humaine. Alors quand on va contrer la nature humaine, quand quelqu'un contre le propre de la nature humaine, évidemment il va se sentir très mal. Et oui, c'est ça qui est bête. Les gens se sentent mal parce qu'ils ont adopté des postures de confort, des mécanicités, et de pas oser aller vers l'inconnu. Et voilà. C'est pour ça que le sens de l'aventure utile est très importante. Pas simplement pour les jeunes qui veulent faire son tour du monde, pour tout le monde, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ceci est très importante comme règle essentielle. Voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport maintenant donc à ce qu'on appelait les mystères, qui impliquent toujours, par ces vécus, un passage de conscience et des savoir-faire qui implique une initiation. Parce qu'il n'y a pas de mystère sans initiation. Donc, vous voyez, vous m'avez obligé d'aller très loin avec ces histoires de mystères. Mais bon, puisqu'il fallait, on l'a fait. Doucement, mais on l'a fait. Tout ceci nous amène à comprendre que seulement l'homme orienté vers l'esprit se trouve en capacité de saisir le contenu des mystères. Parce que pour qu'un mystère puisse être dévoilé, il faut l'outil qu'il faut. Et il nous faut donc une connexion avec notre être pour comprendre le mystère. Parce que s'il y a un mystère, c'est celui de l'être et pas autre chose. Alors, quel est le véritable mystère pour moi? C'est-à-dire le sujet du début. De quelle conquête, de quel mystère parlons-nous? Je vais vous le résumer d'une façon, j'espère, simple. Le mystère de l'unité. Le plus grand mystère, c'est notre propre unité et l'unité du monde. Toutes les sagesses anciennes, plus contemporaines, vont insister sur un point qui est capital. Nous nous croyons séparés. Nous sommes tous interreliés. Ce qui implique que nous participons d'une unité complexe qui interagit. Et le plus grand mystère, c'est justement comment se relier, partager, participer la conscience de l'unité au-delà des apparences qui nous rendent l'idée de que nous sommes séparés. Ça, c'est par rapport au monde, ça, c'est par rapport à l'univers. Et par rapport à nous-mêmes, nous devons prendre conscience que tous ces aspects différents de nous-mêmes, qui peuvent être le corps, nos énergies, nos émotions, nos pensées, notre être, sont de fausses parties. En réalité, ils font un tout, qui est une unité. C'est pour ça qu'il y a un très beau mot qui résume ça, mais qui est très mal compris encore, individu. Individu veut dire indivisible. Quelqu'un qui est une unité.
l'individuation, pas l'individualisme, parce que l'individualisme est séparativité. L'individuation est un processus, justement, que je suis en train d'expliquer en réalité là, qui est celui de réunir tous ces composantes pour devenir une unité, donc interconnectée avec ces moyens, et qui permet en même temps l'union à l'ensemble. Parce que dans la mesure où on se devient plus individu, où l'individuation a progressé, nous sommes aux meilleures possibilités de contacter l'unité du monde. Et c'est pour cela que les anciens disaient que le monde, il l'appelait macrocosmos, un grand univers. Cosmos en grec veut dire ordre intelligent. Donc, cosmiser, c'est mettre de l'ordre intelligent et trouver la place de chaque chose. Trouver la place de chaque chose. Nous sommes un microcosmos, un tout petit univers. Ordonné intelligemment, il devient individu. Désordonné ou sans intelligence, il devient bêtise. Donc, c'est notre choix. C'est à nous de voir tout ça. Donc, le mystère plus important et qui est de loin le grand défi pour toute l'humanité actuelle, c'est de nous concevoir un. Le fait d'être un, comme je le dis, n'est pas d'être homogénéisé. L'unité n'est pas homogénéisation. Je vous dis pour que vous compreniez. L'homogénéisation, ça veut dire tout est pareil, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différenciation. Non, c'est une multiplicité qui est reliée, qui devient une chose. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est un défi important par rapport aux grandes épreuves qui passent l'humanité aujourd'hui. Et aujourd'hui, parler de ça, je sais, c'est pas très à la mode, mais il me semble indispensable si on veut vraiment créer un espoir pour l'avenir, ou au moins créer quelque chose de différent et sortir de la fameuse caverne dont on nous a parlé les jeunes. Nous croyons que rien n'est possible, qu'en réalité tout est possible si nous acceptons de placer notre intelligence, notre volonté et notre amour dans ce qu'on fait. Quand j'ai commencé, et tout ça, il n'y avait pas autant de monde qui venait à mes conférences. Et en général, les gens pensaient que c'était du délire, et que c'était de l'utopie. Aujourd'hui, nous avons dans le monde plus de 450 écoles et des dizaines de milliers de personnes qui acceptent un peu ces règles-là et cette voie. C'est un travail dans la durée, très lent, dont je pense ne pas voir l'accomplissement, mais je ne suis pas inquiet. Ce qui est important, c'est d'accepter que pour faire quelque chose de durable, il faut du temps. Il est très difficile de faire quelque chose de durable sans un allié essentiel qui s'appelle le temps. Les gens disent qu'il n'y a pas le temps, qu'il y a urgence. Certes, il y a toujours eu urgence. Toujours eu urgence. Il faut qu'on ne se laisse pas déstabiliser par l'urgence. Il faut qu'on accepte de travailler avec le temps. La Terre travaille avec le temps. La vie travaille avec le temps. Ceci ne veut pas dire lenteur inutile. Ceci veut dire accepter les lois de la nature et des hommes. Voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport au mystère, le mystère de l'unité. Je vous remercie.
Bon, si... J'aime pas être long. J'espère que c'était pas trop long. Mais si vous avez des questions, on peut s'allonger comme ça. Vous levez la main, il va vous donner un micro, comme ça je vous entendrai. Dans une philosophie de la sagesse, comme vous venez d'expliquer, comment vous voyez le destin? Comment vous voyez ou vous approchez du destin? Est-ce que vous pensez... Du destin? Oui. Attendez, j'ai un destin là. Hop. Notre destin est composé des virtualités. Le destin n'est pas écrit d'avance. Il y a une destinée parce que tout le monde va quelque part. Comme on dit, ce train va où? Aujourd'hui, j'ai pris le train Paris-Lyon. Donc ma destinée était Lyon. Et j'ai actualisé ma destinée parce que j'ai pris le train. C'est un exemple simple. Nous avons en nous plusieurs possibilités, plusieurs potentialités. Pas tout. Il y a plusieurs destins. À la mesure où on vit, on fait des choix. Ces choix vont nous conduire à un destin que peut-être on peut pressentir ou pas. Mais le destin, je le dis pour tous, n'est pas fatalité. Ce serait une grave erreur de confondre la notion de destin avec fatalité. Il peut devenir fatalité si on décide de rien. Parce que si on décide de rien, ce sont les événements, ce sont les circonstances et les personnes qui façonnent notre destinée. Alors dans ces cas-là, oui, c'est une fatalité. Je la souhaite à personne. Mais non, c'est pour dire, mais si on décide doucement, dans la mesure de nos discernements, de nos possibilités, de faire nos choix, nous construisons notre destin. Et le destin est de plus en plus évident que c'est du destin qu'on y a épreuve. Donc, toute sortie du confort nous amène au destin. Mais si on ne sort pas, c'est la fatalité. Voilà ce que je peux vous dire. Peut-être il faut récupérer le micro. Si quelqu'un... Là, vous ne grattez pas les cheveux. Hein. Bon. Profitez. Moi, ça m'est arrivé il y a longtemps. Ok, je vais en profiter encore un peu. Moi, j'ai travaillé en tant que développeur Internet. Donc, le temps, c'est une autre dimension dans laquelle, effectivement, le même espace est multiplié par 2 ou 3. Enfin, je veux dire, oui. Quelques mois, c'est quelques années. Donc, moi, j'ai équilibré par d'autres choses, méditation, etc. Par contre, je pense qu'il y a différents types de temps et c'est juste par rapport à ce que vous disiez à la fin, enfin, qui m'interpelle. Enfin, je pense qu'il faut prendre le temps, mais pas tout le temps peut-être. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, il y a vraiment une urgence climatique, par exemple, qui fait qu'aujourd'hui, on est à une croisée des chemins, enfin quelque part, où il faut faire vraiment des choix. Où si on ne les fait pas, je veux dire peut-être que demain, nous-mêmes, cette génération, la génération d'après, ne pourra même plus philosopher, quoi, en fait. Voilà, c'est juste quand même par rapport à cette histoire de temps qui, moi, me prend beaucoup, quoi. Voilà, la tête. Je vous comprends. Quand je dis qu'il faut prendre le temps, pour ça je dis c'est pas de la lenteur. Prendre le temps ne veut pas dire de la lenteur, même si parfois il faut être là. Bon, tout dépend pourquoi, n'est-ce pas? Et il ne faut pas s'agiter. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que quand on a une urgence, quand on a
une chose comme le changement climatique, des choses qu'on voit venir comme un camion, si on s'agite et si on perd nos moyens, et on perdra la possibilité. Donc, il ne faut pas se laisser emporter par les pressions qui existent, réelles, par les enjeux qui sont réels. Je ne suis pas en train de les nier, loin de là, loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on reste calme malgré que tout tremble autour. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'agit pas, qu'on ne fait pas et qu'on ne se préoccupe pas. Mais si on s'agite trop, on perd ses propres moyens. C'est dans ce sens-là que je suis en train de dire ce que je dis. Et de toute façon, les stoïciens avaient expliqué quelque chose de terrible, mais je veux vous le dire quand même. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui me concerne, je dois faire tout ce qui dépend de moi. Si je peux aider d'autres à comprendre que d'eux dépendent beaucoup de choses, je le ferai. Je le fais d'ailleurs. Parce qu'une partie de mon job, c'est de faire comprendre aux gens ce qui dépend d'eux. Mais il faut qu'eux comprennent que ça dépend d'eux. Les lois sont intéressantes. Les mesures alpha, bêta peuvent être intéressantes. Les déclarations peuvent être intéressantes. Mais ce qui peut faire changer les choses, c'est que les gens comprennent que tout ça dépend d'eux et pas de quelqu'un en particulier. Et ça, c'est un combat. Parce que ça implique pour chacun de nous de prendre nos responsabilités. Et bon, pour moi, c'est la voie que je choisis par rapport à ce type de questions dites urgentes. Et qui sont réelles. Qui, je répète, sont réelles. Je ne suis pas en train de dire que non. Mais bon, il ne faut pas non plus perdre ses moyens. Ou s'altérer. Parce que de toute façon, si je m'altère, ça changera rien. Je dois me concentrer, je dois mettre toute mon intelligence, j'essaie de trouver des solutions par rapport à l'échelle où je suis. En étant donc clair dans ma conscience par rapport à ce qui est ma responsabilité et de comment responsabiliser les autres, mais pas en les stigmatisant, ni en mettant en colère, et en leur donnant le faisant de la morale, parce que ça ne servira de toute façon à rien. Au moins, c'est une expérience que je peux vous dire. C'est tout ce que je peux. Mais on le fait. On le fait. Dans certaines villes, pour rendre les gens plus conscients de tout ça, on fait de la végétalisation en ville pour contacter les citoyens, pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne, la terre, l'environnement, les circuits courts, etc. Il faut des choses concrètes pour les gens. Même si c'est petit, c'est pas massif. C'est-à-dire, on peut pas avancer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on pourra pas avancer avec une solution des masses. Le siècle dernier était le siècle des masses. Et tout le monde pensait, d'une façon presque messianique, qu'on pourrait mobiliser comme ça. Mais ça marche pas. Parce qu'il faut des gens conscients. Et la prise de conscience exige un travail pédagogique. Et de s'investir d'une autre manière. Pour que chacun fasse un choix de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut des relais. Donc, tous ceux qui veulent être relais sont bienvenus. Voilà.